lourde est la tête qui porte la couronne, et nul ne le sait mieux que Rhaenyra dans le 3e épisode de la 3e saison de House of the Dragon. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Bien que l'action soit nettement moins soutenue dans cet épisode, ne vous y trompez pas, une tension sous-jacente y est palpable d'un bout à l'autre. Le compositeur Ramin Djawadi, que je n'ai pas évoqué depuis le début, intègre des éléments musicaux saisissants pour accentuer cette tension. Le tintement métallique intermittent illustre à la perfection la santé mentale vacillante de Rhaenyra. On assiste ici à sa lente descente dans la paranoïa, alimentée par l'insomnie et le sentiment d'être submergée par l'accumulation de problèmes auxquels elle doit faire face. On dit que dans le jeu de trône, soit on gagne, soit on meurt. Mais il existe une autre étape. Parfois, on conquiert le trône pour se retrouver submergé par 1000 décisions anodines que seul soi-même peut prendre. Chacune pouvant soit consolider sa position, soit nous rendre mortellement vulnérables. Et on peut dire que la première journée de Rhaenyra en tant que souveraine des 7 couronnes est loin d'être de tout repos. Elle porte également toujours le deuil de ses fils. À un moment donné, alors qu'elle s'entretient avec Mysaria, Rhaenyra croit apercevoir Jacaerys passer près d'elle. C'est un moment auquel quiconque a connu une perte d'une telle ampleur peut profondément s'identifier. Emma Darcy livre une nouvelle fois une prestation magistrale dans cet épisode. L'actrice impose sa présence à l'écran dans chaque scène. Le chagrin, l'anxiété, l'épuisement et la paranoïa de Rhaenyra se lisent clairement sur le visage de Darcy. Notre reine est une véritable poudrière. Elle tente de contenir ses émotions, mais elle pourrait exploser à tout moment. Et Darcy rend cela à merveille. Cet épisode maintient un rythme soutenu, même en l'absence du bain de sang et de la violence auquel cet univers nous a habitués. Il s'apparente davantage à un drame politique captivant, braquant les projecteurs sur Rhaenyra alors qu'elle jongle avec les exigences quotidiennes de sa charge royale. Rarement une série de l'univers Game of Thrones a consacré autant de temps d'antenne aux intrigues politiques du Donjon Rouge. Et c'est passionnant. Les scènes où le personnel du château assaille Rhaenyra dans les couloirs, la harcelant de questions, suffisent à nous faire ressentir ce sentiment d'oppression. Après tout, nous suivons ce récit épisodique à travers son regard. Ah, et il y a des rats partout, des vrais, et pas seulement ceux qui trahissent. La seule scène se déroulant hors du Donjon Rouge met en scène Ormund Hightower face à Daemon. Ormund quitte les rangs de son armée forte de milliers d'hommes pour aller se rendre à Daemon, qui se tient seul, l'épée toujours au fourreau. Ce n'est que lorsque la caméra pivote et révèle que Daemon est soutenu non seulement par son dragon, mais aussi par 2 autres, que l'ampleur de la menace apparaît clairement. L'armure étincelante de Ormund ne servirait qu'à le faire cuire uniformément. Tous ces soldats parfaitement alignés ne sont que de la pâture pour dragon s'il ne conclut pas l'accord. Ormund n'a pas le choix, il met un genou à terre et prête allégeance à Rhaenyra, promettant de renvoyer son armée à Villevieille. Toutefois, on devine d'emblée que cette capitulation est trop aisée. Ormund livre sans résistance Daeron Targaryen, le plus jeune fils d'Alicent, sans que Tessarion, le dragon de ce dernier, ne réagisse à cet enlèvement flagrant, ce qui aurait dû mettre la puce à l'oreille de Daemon. Rhaenyra prend aisément le contrôle de Port-Réal et l'armée des Verts hisse le drapeau blanc. Bien entendu, le public sait que la guerre est loin d'être terminée. On attend simplement le prochain coup de théâtre. Nous restons donc sur le qui-vive durant le reste de l'épisode, jusqu'à la révélation que l'Oderon prisonnier de Rhaenyra est un imposteur. Au début, Alicent est visiblement décontenancée un court instant. Son esprit s'emballe alors qu'elle tente de comprendre si Rhaenyra lui joue un tour ou autre chose. Puis, elle finit par avouer la vérité. Ormund avait eu la prévoyance de trouver un jeune garçon dans le bif et de lui teindre les cheveux pour le faire passer pour Daeron, sachant que Rhaenyra voudrait éliminer ce dernier en raison de ses prétentions au trône de fer. Pour couronner le tout, Ormund attend que Rhaenyra soit accaparée par ses devoirs de reine pour s'emparer de Chutebourg, avec le véritable Daeron à ses côtés. Un lieu dont on avait entendu parler comme le refuge de l'épouse du dragonnier Hugues Marteau, parti vivre chez son frère, un détail qui pourrait s'avérer important par la suite. Si Aemond est le seul véritable antagoniste de Rhaenyra depuis le début de la danse des dragons, j'inclurais bien Otto, mais il a à peine apparu dans la saison 2, il est évident que Ormund sera un adversaire redoutable, et qui de mieux que James Norton pour l'incarner. Il donnera du fil à retordre à Rhaenyra, il faut dire que Ormund incarne ce que j'espérais voir chez Alicent. D'ailleurs, en parlant de l'ancienne meilleure amie de Rhaenyra, Alicent fait enfin preuve de mordant lors de sa première scène avec elle dans cet épisode. On peut la comprendre, elle est furieuse, Rhaenyra ayant décapité son père dans l'épisode 2. Toutefois, dès que Alicent montre un peu de combativité, elle se referme aussitôt sur elle-même, s'excusant de son comportement.
Franchement, la saison 3 est bien meilleure que la précédente et tourne à plein régime jusqu'ici. Mais l'obstination de la série à faire graviter Rhaenyra et Alicent l'une autour de l'autre en pleine guerre civile nuit davantage au récit qu'elle ne l'aide. Certes, Emma Darcy et Olivia Cook sont électrisantes ensemble, mais elles étaient encore meilleures vers la fin de la saison 1, lorsque Rhaenyra et Alicent étaient des ennemis déclarés. À moins que Alicent ne joue la carte de la stratégie à long terme en cherchant à amadouer Rhaenyra, cette démonstration de soumission ne fonctionne pas. Espérons qu'un retournement de situation majeur nous attend dans les prochains épisodes. Donnez un peu de puissance, de colère, de haine à ces femmes. S'il vous plaît. Au-delà de l'attitude exaspérante de Alicent, cet épisode 3 introduit le personnage incarné par Dan Fogler, sœur d'Oren Manderly, qui rappelle vaguement Littlefinger ou Larys. Tout porte à croire qu'il saura se faufiler jusqu'au conseil restreint de Rhaenyra. Rhaenyra connaît son moment Robin des Bois, elle vole littéralement les nobles du royaume pour nourrir les petites gens. C'est un ressort narratif intéressant qui montre une souveraine interagissant directement avec ses sujets, une chose rare dans l'univers de Game of Thrones. Sans oublier le coup de maître de Rhaenyra qui sert à ces mêmes nobles les rats qui pullulent dans le donjon rouge. Rhaenyra connaît un équilibre entre victoire et revers. Parallèlement, Daemon lui murmure à l'oreille qu'ils sont tous deux des dieux destinés à régner non seulement sur Westeros, mais sur le monde entier. Elle résiste, soulignant que son père privilégiait la retenue au pouvoir, mais il balaie cet argument, y voyant une faiblesse et une manque de force. Il y a du vrai dans les deux points de vue. Et sa conversation avec le grand Septon prouve qu'elle adhère totalement à cette idée. Elle affiche ouvertement son complexe de divinité. Le refus du grand Septon de la sacrée reine tant qu'il n'aura pas vu la dépouille de Aegon constitue un rebondissement savoureux. Cela pourrait bien présager un règne marqué par le désastre. Mais non seulement il refuse de la couronner officiellement, mais il considère aussi les dragons comme une abomination née de la magie noire. C'est injuste, car ce sont tous de braves lézards. Ce sont sur les maîtres qu'on ne peut pas toujours compter. À ce propos, Rhaenyra est également très impatiente de retrouver la personne qui a chevauché voleur de moutons, pour lui faire découvrir une nouvelle définition de la douleur et de la souffrance. Daemon est envoyé au Val pour réclamer de l'or à la Dame du Val, qui avait promis des troupes mais a omis de les envoyer. Ce qui met en place une rencontre avec voleur de moutons et Rhaena. Il me tarde de voir la réaction du père en voyant sa fille avec un dragon responsable de la mort de l'héritier de sa femme. La tirade de Corlys la ramènera sans doute sur Terre, dans une certaine mesure, mais qui sait. C'est un moment savoureux, ne serait-ce que parce qu'il fait écho à la scène de la première saison où son défunt frère Vaemon traitait les fils de Rhaenyra de bâtards. Rhaenyra refuse de reconnaître Alyne et Adam comme des Vélarions, en raison de ce que ses propres fils ont enduré au fil des ans. Mieux vaut ne pas avoir Corlys pour ennemi, mais voir Rhaenyra se mettre à dos d'autres adversaires puissants promet un spectacle captivant. La nouvelle de la prise de Chutebourg par Ormund, annoncée dans les dernières minutes de l'épisode alors que Rhaenyra contemple les flammes, pourrait bien lui permettre de canaliser enfin la rage qui l'habite. Si elle s'y rend en volant pour incendier les lieux, elle réduira en cendres ses loyaux sujets. Si elle ignore la provocation, elle laisse subsister un lieu susceptible de rallier les Verts et de prolonger le conflit. C'est un coup de maître de la part de Ormund. Avant de distribuer de la nourriture aux petites gens avec Mysaria, Rhaenyra évoque sa colère, expliquant qu'elle lui semble inaccessible, hors de portée. Elle confie également à Elinda son désir de paraître forte aux yeux de son peuple et de gouverner en position de force. Cette colère couve sous la surface. Si la série explore en profondeur la question des femmes et de la rage et la manière dont elles sont contraintes de réprimer leur colère jugée indigne d'une dame, n'oublions pas qu'il s'agit d'une guerre. L'enjeu est une question de vie ou de mort, qu'elle laisse donc éclater leur rage. On aperçoit des éclats de colère de Rhaenyra tout au long de cet épisode 3. Espérons qu'elle déchaîne bientôt ce feu et ce sang. Quant à Aemon, il reste introuvable. Certes, une bonne nouvelle, s'il ne trimballait pas avec lui un gigantesque lance-flamme au comportement imprévisible. Rhaenyra a beau croire avoir gagné la guerre, elle découvre que conserver le trône sera une toute autre bataille. L'atmosphère est déjà d'une tension insoutenable. Elle aspire à être une bonne souveraine et à gouverner efficacement, mais comme Alicent le fait remarquer avec tristesse, les deux sont incompatibles, surtout quand le trésor a été vidé, que la ville meurt de faim, que le palais est rempli de partisans des Hightower, que les semences de dragons réclament les récompenses promises et que Corlys est furieux. Elle n'occupe le trône que depuis quelques jours et l'orage semble déjà gronder. Bien que les raisons invoquées par Rhaenyra soient fondées, je ne peux m'empêcher de me demander si sa décision ne va pas au-delà des simples apparences. Lorsque Corlys formule sa demande, Rhaenyra reconnaît qu'ils ont tous deux subi de lourdes pertes concernant leur enfant. Il ne serait pas déraisonnable de penser que Rhaenyra
peut-être inconsciemment, refuse que Corlys ait des héritiers alors qu'elle a perdu les siens. Certes, il lui reste Geoffrey ainsi que 2 autres fils, mais une part d'elle projette peut-être son propre chagrin, empêchant ainsi autrui de tourner la page et de trouver le bonheur au sein de sa famille. Rhaenyra aime ses enfants, mais la perte de Jacaerys, son héritier, est une épreuve particulièrement dévastatrice. On peut aisément comprendre qu'elle ne sera plus jamais la même. La blessure étant encore très vive, il est possible que sa décision relève, dans une certaine mesure, d'un mécanisme de déplacement. Je ne pense pas qu'elle agisse par malveillance. Il pourrait s'agir d'un mécanisme de défense inconscient dont elle n'a même pas conscience. Elle cherche peut-être à rationaliser ce choix en invoquant le regard des autres. Bien sûr, je pourrais me tromper totalement. Peut-être que tout se résume simplement à l'image qu'elle renverrait en légitimant des bâtards, alors qu'elle a elle-même été soupçonnée d'en avoir eu. Quoi qu'il en soit, cela ouvre une réflexion intéressante sur ses sentiments et ses motivations alors que la guerre civile se poursuit. Elle détient plus de pouvoir que jamais et doit être submergée par l'émotion, compte tenu de tout ce qu'elle a dû traverser pour en arriver là. Les tensions s'intensifieront inévitablement à Port-Réal à mesure que Rhaenyra passera plus de temps avec Corlys et ses fils, mais nous savons au moins que toutes les personnes impliquées sont honorables. Corlys est en colère, mais ses fils font preuve d'une grande pondération. Espérons que cette situation ne mènera pas à un point de non-retour. Cet épisode ne montre pas aux téléspectateurs le corps de Feu du Soleil. Ainsi, bien que Baela affirme que le dragon est en état de décomposition, nous ne l'avons pas vu de nos propres yeux. À ce stade, la série a amplement prouvé qu'elle est imprévisible. L'idée que le corps du dragon soit en train de se décomposer quelque part constitue déjà un écart par rapport au canon. Rien ne permet donc de prédire comment la série va poursuivre l'intrigue. Car, dans Feu et Sang, c'est Feu du Soleil qui tue Rhaenyra, donc elle mourra d'une autre manière, ou peut-être qu'elle ne mourra pas du tout. Cela ajoute indéniablement du suspense, alors que l'on se demande si HBO a réellement poussé les changements aussi loin. On peut également commencer à imaginer quelle sera-t-en Rhaenyra si le dragon n'est pas là pour la tuer. Il semble très peu probable que la reine survive à la danse des dragons. Après tout, Game of Thrones a confirmé que Rhaenyra avait été tuée par le dragon de son demi-frère. Pour assurer la cohérence du récit, cet événement doit se produire. La seule conclusion logique, en supposant que Feu du Soleil soit bel et bien mort, semble être que la série offrira à Aegon un nouveau dragon pour tuer sa sœur. Il existe à Père Dragon un dragon sauvage surnommé Cannibale. Privé de son ancien compagnon, Aegon pourrait bien se mettre en tête de dompter cette bête. Cannibale était un dragon plus effrayant et inquiétant que Feu du Soleil. Il est possible que la série prévoit d'utiliser ce changement pour illustrer la sombre renaissance de Aegon par les flammes. Bien entendu, seul l'avenir nous le dira. À ce stade, la série a prouvé que le canon n'est pour elle qu'une simple suggestion. Les lecteurs savent pertinemment que la reconquête de Port-Réal par Rhaenyra ne se déroule pas tout à fait comme prévu. Alors que son emprise sur la ville s'effrite, Feu et Sang décrit comment tout s'écroule autour de la prétendante au trône, une situation largement attisée par le berger. Personnage aux origines et à l'identité inconnue, ce mendiant devenu prophète fustige Rhaenyra et ses dragons, qu'il associe à la magie noire, sur la place publique. À mesure que les conditions de vie se dégradent et que le sort de la guerre bascule, l'influence du berger sur les petites gens grandit. Il finit par commander une foule de paysans effrayés, en colère et assoiffés de sang, prêts à obéir à ses ordres. Cette dynamique culmine dans une émeute qui entraîne énormément de morts. La série suggère-t-elle que le grand Septon, avec sa moralité intransigeante, est destiné à endosser ce rôle? C'est une hypothèse très probable, et il s'agit d'une astuce narrative ingénieuse pour un personnage qui, dans le livre, surgit de nulle part. L'avenir nous le dira. Un très bon épisode, on sent vraiment que tout a basculé pour Rhaenyra. Elle est entrée dans quelque chose qu'elle ne connaît absolument pas. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire. Et sinon, comme d'habitude, bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï.